Il a eu une avant, un chapeau, Emmanuel Milimono. Nous apprenons, pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais à travers les images, nous apprenons que Niéloy est enfin libre. Oui, il est finalement en tout cas libre en tout cas des plaintes qui l'accablaient devant la justice, mais surtout qui le maintenait en prison. Vous vous rappelez, il était dans deux affaires distinctes, celle relative à la fille de l'honorable Biro Diallo, oui. Et puis celle relative à la famille de M. Cellou Dalein Diallo. La première plainte, évidemment, la famille de Biro avait retiré déjà sa plainte. Il ne restait plus que la procédure liée à celle de la famille de M. Cellou Dalein Diallo, dans laquelle Ousmane Niéloy était impliqué et donc détenu finalement à cause de celle-là. Et on a vu une lettre de désistement de cette partie également. Donc Ousmane Niéloy, depuis quelques jours, tout ne tenait plus qu'à une question de procédure. Et finalement, il est sorti. Parce qu'on a vu les images avec... Voilà. En tout cas, on voit les photos. Avec le procureur Charles Wright, il faut rappeler, lorsqu'il était président, le juge plutôt, au niveau du TPE du Dixine, c'est lui qui avait décerné un mandat d'arrêt contre lui. Et un mandat d'arrêt qui n'a jamais été exécuté d'ailleurs. Oui, finalement, les deux se retrouvent et voilà. Ça se termine finalement bien. Mais... On va espérer qu'il va aussi tirer des leçons de cela. Ouais, et on va espérer, un mot. On espère que le temps qu'il a pu faire en prison va lui servir de leçon. Évidemment, la prison, ça donne des enseignements. La prison, ça donne des leçons. La prison, ça vous envoie à faire une rétrospection par rapport à tout ce que vous avez mené, qui vous a conduit directement dans les cellules. Aujourd'hui, il faut quand même se réjouir de cette libération de Niéloy. Après, comme l'a dit Emmanuel Milimono, le désistement des deux parties concernées par cette affaire. Comme il l'a aussi souligné, il faut que cela serve d'enseignement à Niéloy et à toutes les personnes qui, sur les réseaux sociaux, se permettent d'injurier des personnes tierces, des familles ou des personnalités de ce pays. Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas des lieux appropriés pour injurier des personnes. C'est un lieu de communication, une communication qui doit être positive, constructive, positive et constructive, l'un dans l'autre. À partir du moment où la famille de Kadiatou a désisté, Deka et la famille de Cellou Dalein aussi a désisté. Je pense que c'était juste une question de formalité par rapport à sa libération. Mais celui qui était réputé être le ministre de la Défense d'Alpha Condé, Jadi, sera désormais un ministre qui va être beaucoup plus sensibilisateur. Est-ce qu'il va pas certainement un ministre éducateur, un ministre qui va déconseiller aux autres de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Effectivement, on espère, mais malheureusement, malgré l'interpellation de Niéloy, son incarcération, nous continuons à vivre en tout cas ce même comportement, même pas peut-être, en tout cas sur les réseaux sociaux. La tendance est baissière, oui, c'est baissière, mais il y a toujours des jeunes qui continuent à injurier certains sur les réseaux sociaux. Non, mais ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut considérer ça comme un processus qui pourrait prendre du temps, mais qui va progressivement assainir les mauvaises habitudes sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous la manière dont ça se faisait il y a un an. Ce n'est plus, en tout cas, la tendance est baissière. Le volume d'injures qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux avant n'est plus le même. Parce que aussi Charles Wright est passé par là. Voilà, donc c'est un travail qui ne va pas effacer du jour au lendemain, mais chaque fois qu'une personne est interpellée et mise devant ses responsabilités par rapport à ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux, ça alerte et progressivement, ça met tout le monde sur ses gardes. D'accord. Bien, merci infiniment à vous. On va à présent changer de sujet, nous intéresser à ce qui fait l'actualité. C'est le report de la marche annoncé par le FNDC. L'annonce, c'est déjà connu un peu partout à Conakry. Est-ce que c'était attendu, Emmanuel? Personnellement, je m'y attendais parce que depuis quelques jours déjà, beaucoup de tractations étaient souterraines. On n'en parlait pas souvent, mais et au-delà même des attentes que l'on avait, il faut aussi dire que les conditions avec lesquelles on partait vers cette marche, moi je l'ai dit hier, il y avait des raisons de s'inquiéter. Il y avait des raisons qu'on aille à un conflit. La tension était palpable. Parce que vous avez finalement... Bien, je suis désolé, je vais vous interrompre, Emmanuel, parce qu'on a en direct Mamadou Bileba, il est responsable de la mobilisation du FNDC. Il va nous dire qu'est-ce qui justifie ce report. Bonsoir à vous, monsieur Ba.
Oui, bonsoir messieurs les journalistes et bonsoir à vos milliers d'auditeurs. Bien, vous avez suspendu la marche qui était prévue demain. Dites-nous pourquoi. Comme vous le savez déjà, depuis qu'on a lancé ce mot d'ordre de manifestation pour prouver au CNRD que non seulement ils doivent à une bonne partie du peuple de Guinée leur légitimité, mais aussi leur demandant d'accéder aux 5 points de revendication. Nous avons reçu beaucoup d'appels au dialogue, à commencer par le Premier ministre, chef du gouvernement, les diplomates au niveau national et international, les chefs religieux, les coutumiers, etc. Donc nous avons supposé que tout ceci ne peut pas venir jusqu'à notre siège, nous demandant de leur accorder cette chance-là de pouvoir vraiment faire en sorte que le dialogue soit possible conformément à la charte de la transition. Donc nous avons accédé à cette demande en suspendant bien sûr notre mot d'ordre pour une semaine afin de s'assurer qu'effectivement que les engagements qui ont été pris seront honorés. Alors dites-nous, aujourd'hui, la plupart de la cité, en tout cas, il y a une sorte de satisfaction par rapport à ce report de votre marche, dû à des médiations dont vous venez de décliner. Mais dites-nous, est-ce que vous confirmez les informations selon lesquelles si la marche était maintenue, il y avait de l'infiltration, il y avait des contre-manifestants qui étaient préparés pour, n'est-ce pas, vous empêcher de marcher librement. Je ne vais pas m'aventurer à prendre assez de temps pour se justifier parce que lorsqu'on a pris le prestataire la main dans la pâte, nous avons pris le soin de contacter les médias afin qu'ils nous accompagnent, mais aussi et surtout, nous avons pris le soin d'utiliser nos téléphones pour faire un direct afin de prouver à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement, qu'il y avait une confection de t-shirts modifiant nos anciens t-shirts qui avaient été saisis avec l'amiral Ponike-Menge dans sa voiture et qui avaient été confisqués par la DPJ. Et lorsqu'on a écouté le prestataire, il a avoué en direct à travers la vidéo qu'on avait faite et il a reconnu que c'est des t-shirts qu'il a reçus d'un agent de police de la DPJ. Donc cela prouve à suffisance qu'il y avait une volonté manifeste de faire en sorte qu'il y ait des infiltrés lors de notre marche parce que c'était des t-shirts qui avoisinaient les 2000, parce que c'était 1800 ou 1700 et quelques t-shirts qui avaient été saisis à l'époque et que le prestataire nous a dit qu'il y a de cela près d'une semaine qu'il était en train de travailler dans la modification de ces t-shirts. Comme vous le savez, les anciens t-shirts, il y a la mention 3e mandat dessus. Donc, ils étaient en train d'utiliser une couche de peinture pour couvrir cela, mais aussi couvrir même au niveau du logo, le sigle du SNDC. Peut-être que c'était un moyen pour eux d'identifier les agents infiltrés lors de notre marche. Ceci prouve à suffisance que toutes les exactions qu'on a connues, toutes les bavures et toutes les accusations portées sur les combattants pour la démocratie viennent de l'État. Alors, Bilo, c'est pas évident. Alors, Bilo, on va pas faire conclusion. Allez-y. Alors, Bilo, moi, je voudrais quand même poser cette autre question. Aujourd'hui, cette marche a été reportée parce que des médiations ont été menées en coulisses par le pouvoir en place, par des personnalités, par des religieux. Finalement, quel enseignement tirer de ce premier, je dirais, face-à-face entre vous et les autorités de la transition sur les questions liées notamment à la conduite de la transition? La plupart de ceux qui étaient venus, on leur avait demandé de nous accorder juste la journée de demain pour prouver de quoi le FNDC est capable. Pour prouver que le peuple souverain de Guinée adhère aux différentes revendications du FNDC. Mais fort malheureusement, ils ont eu raison de nous parce qu'on ne pouvait pas s'opposer à tous ceux qui étaient venus. Et qu'on les a retournés l'ascenseur pour qu'ils soient eux-mêmes les garants de ces engagements qui ont été pris. Donc, ceci prouve à suffisance également que le FNDC a une légitimité au niveau du peuple parce que vous-même, vous l'avez constaté que depuis qu'on a lancé ce mot d'ordre, toutes les attentions étaient focalisées sur le 23 et sur le mouvement.
et que cela prouve à suffisance qu'il y a une adhésion populaire par rapport à toutes les initiatives que nous prenons et que nous méritons d'être associés à la gestion de cette C'est le contraire du procureur Charles Walt qui qualifie votre mouvement de mouvement qui n'existe pas, qui n'a pas de base légale. Hein? Bien, oui. Bien, j'aimerais qu'on évolue, s'il vous plaît. On va pas revenir sur quels sont les engagements effectivement, qui ont été pris et qui ont motivé finalement la suspension de votre marche? Entre autres engagements, ceux qui sont venus nous ont dit que si cette fois-ci, ils viennent vers nous nous demandant de reporter pour que le cadre de dialogue soit ouvert, ils feront de tout ce qui est de leur pouvoir pour faire en sorte que ce cadre de dialogue soit effectif, sincère et inclusif. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons écouté Monsieur le Premier ministre, et depuis qu'on a existé pratiquement, c'est la seule fois qu'on l'a entendu se prononcer sur le mouvement et sur une possibilité d'ouvrir le dialogue en associant tout le monde. Donc, pour toutes ces raisons et pour vraiment prouver à l'opinion notre bonne foi, parce que la rue représente pour nous le dernier recours, nous avons accepté cette fois-ci de suspendre le mot d'ordre pour donner la chance au dialogue. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va après vous faire changer d'avis lorsque vous serez autour de la table? Quand je dis changer d'avis, c'est-à-dire reprendre la rue. Lorsque nous constaterons que tous les engagements qui ont été pris, ou lorsque nous constaterons que les mécanismes qui nous mènent vers un dialogue sincère et inclusif n'est pas en train d'être mis en place, et que ce ne sont que des manœuvres dilatoires pour gagner en temps, ou pour pouvoir vraiment marchander ce temps moratoire au niveau de la CEDEAO afin d'éviter les sanctions, nous allons réactiver le mot d'ordre pour descendre dans la rue. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mamadou Bilo. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Oui, bonne soirée à vous également. Hein. Et je rappelle que c'est Mamadou Bilo. Il est responsable de la mobilisation du FNDC. Alors, on va revenir rapidement pour analyser bien ce report. Vous disiez que vous attendiez forcément à ce report vu la mobilisation autour et surtout les risques. Oui, mais justement, je pense qu'au-delà même de la mobilisation que cela a caractérisé, parce que il y a eu... si je parle mobilisation, c'est les émissaires, les gens qui étaient... Cette diplomatie souterraine. On en parlait hier, jusqu'à même hier matin, il y a encore certains membres du FNDC qui vous disaient qu'il n'y a pas encore de couloir de dialogue, de couloir de négociation. C'est faire monter la pression. Pour justement atténuer la pression qui était justement montée. Mais au fond, on sait que de manière souterraine, comme il l'a rappelé, il y a eu des diplomates qui se sont mobilisés. Et je pense que le clou hier, c'était avec... Enfin, le clou aujourd'hui, c'était avec les religieux et les sages. C'est peut-être eux qu'on a vus, mais avant eux, il y a eu bien d'acteurs qui ont défilé auprès du FNDC pour lui demander justement de surseoir. Mais moi, j'avais même rappelé hier le fait que le Premier ministre, l'appel qu'il avait lancé, c'était le premier du genre. Ouais. En tout cas, en ce qui concerne le dialogue. Oui. On a eu jusque-là affaire au ministre Mori Kondé, qui a rencontré les acteurs politiques, et de l'autre côté, le CNRD, qui a de temps en temps communiqué là-dessus. Mais pour que le Premier ministre se prononce sur le dialogue et qu'il prenne un engagement, c'était la première fois lors de ce discours. Étant donné que M. Mohamed Beavogui n'avait pas encore récupéré cette question, il n'a pas encore déçu de ce point de vue, je pense et je continue à penser que cet appel-là, on pouvait s'en servir pour l'instant pour tester la bonne foi de Mohamed Beavogui. Maintenant, comme il l'a dit, si au bout justement de ce dialogue qui est annoncé, qui va s'ouvrir, et qu'on se rende compte que les annonces ne collent pas avec les démarches du gouvernement ou du Premier ministre, dans ce cas, ce que j'ai dit hier, je l'aurais dit aujourd'hui, il n'y aura que Mohamed Beavogui et son président pour être comptable de ce qui se passera après. Merci beaucoup. Hein. Est-ce que c'était tout à fait normal que le FNDC suspende cette marche? Et maintenant, peut-on dire que la balle est dans le camp du CNRD et de son gouvernement? Évidemment, la balle est dans le camp des autorités de la transition. Emmanuel l'a rappelé, le Premier ministre a fait cette annonce invitant les forces vives autour de la table pour discuter justement des questions essentielles liées à la conduite de la transition. Mais pour venir à la marche du FNDC, je pense que les prémices étaient là pour que le FNDC reporte cette manifestation, puisque tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Il y a eu des médiations en coulisses, il y a eu des religieux qui se sont impliqués, le Premier ministre, son cabinet, il y a aussi des personnalités de ce pays, par exemple l'ancien député Michel Milimono. Michel
Kamano, voilà, qui tout ceci ont fait des médiations en coulisses pour, n'est-ce pas, appeler le FNDC à surseoir à sa manifestation. L'appel patriotique de Cabinet Komara ce matin. Voilà, et il a même fait une tribune dans ce sens. Oui, il y a Djeliba, l'ambassadeur de la paix. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de personnalités se sont impliquées pour inviter le FNDC à surseoir du reste pour le moment, ou bien du moins pour le moment, à cette manifestation. Mais quel enseignement tirer, Mohamed Ali? Moi, je pense que le premier enseignement à tirer, c'est qu'il y a eu d'abord ce rapport de force entre le FNDC et le pouvoir en place. Je ne pouvais pas imaginer que sous cette transition, on allait encore renouer avec les appels à manifester, puisque ce qui doit nous réunir autour de cette transition est beaucoup plus grand que se mettre encore à manifester dans la rue. Ça, c'est un premier enseignement. L'autre enseignement à tirer, je pense que là, c'est les autorités de la transition qui sortent affaiblies de cette histoire-là. Et oui, pourquoi Pourquoi je le dis? Je cherche un faible ou un fort dans cette histoire. Il s'agit d'analyser la situation. Personnellement, je n'aimerais pas que le FNDC pense que le CNRD sort faible. On n'a pas besoin du fort ou du faible. On a juste besoin d'une entente, sincèrement. Malheureusement pour toi, c'est mon point de vue. Je reste formel. Le CNRD sort faible de cette situation puisque il n'a pas essayé de tirer les leçons. Lorsqu'on cherche un faible ou un fort, eh bien, on va rester dans cette... Ce que je dis, ça fait mal, mais c'est ça la réalité. D'accord? Je dis, je reste formel, je persiste et je signe. On n'avait pas besoin de permettre à une entité, au cours de cette transition, d'appeler à des manifestations de rue comme le FNDC ou les acteurs politiques. Qu'est-ce qui amène tout ça là? Parce qu'on refuse de dialoguer. Vous imaginez les premiers rondes de dialogue qui ont été menés par le ministre Mori Kondé, mais c'était des dialogues qui, n'est-ce pas, c'était juste des rencontres. Voilà. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que les autres entités allaient dire? Vous avez vu le G58 qui a appelé le CNRD, qui a rappelé le CNRD à l'ordre. Mais ce que vous faites là, c'est un simulacre du dialogue. Vous n'essayez pas de dialoguer, puisque vous excluez une frange importante de la classe politique, de la société civile. Donc moi, je pense que là, les militaires sont dos au mur, ça commence. Et il faut tout de suite calmer les ardeurs, calmer les esprits. J'ai apprécié les démarches qui ont été menées de médiation en direction du FNDC. Je pense qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour réconcilier les positions, pour amener les acteurs autour de la table, discuter. Mais l'un dans l'autre, il faut que le CNRD s'active sur un front, celui de faire en sorte d'adhérer tout le monde autour des questions essentielles liées à la conduite de la transition et éviter les manifestations dans le pays. Vous avez vu la crise du carburant. Imaginez hier et demain, je dis que cette manifestation ait lieu. Vous avez d'un côté l'appel du FNDC, mais aussi le mécontentement lié justement à la crise du carburant. Ça n'allait pas être bon pour le pays. Déjà, c'est le deuxième sujet de cette émission, pénurie de carburant.